Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Selon les services de renseignement militaires britanniques, Moscou aurait perdu un tiers de ses troupes terrestres. Nous n'avons jamais voulu cette guerre. L'Ukraine n'a jamais voulu cette guerre. Cancer au stade avancé. La guerre en Ukraine ne se déroule pas comme Moscou l'avait prévu. Et démanteler l'OTAN, c'est l'objectif de la Russie, c'est l'objectif de Poutine. Oui, bonjour à tous. Alors, pour une fois, nous diffusons donc la revue de presse de la presse russe un vendredi, juste avant la réunion Trump-Poutine. Et cette revue de presse sera uniquement sur ce que pensent les Russes de cette réunion. Et demain, samedi soir, nous diffuserons ensuite ce que pense la presse russe de l'accord ou pas qui aura eu lieu en Alaska. Voilà. Et maintenant, place à la presse russe de cette semaine. Et n'oubliez pas donc demain, samedi 16 août, 21h, la revue de presse de la presse russe, mais après les négociations qui vont se tenir dans quelques heures. Bonjour Tatiana, comment vas-tu? Alors c'est extraordinaire quand même. On va assister à un événement mondial, alors que bon, dans 100 ans, on va en parler encore à tous les coups. Un événement, dans quelques heures, c'est absolument incroyable. Alors ce qu'il faut dire à nos téléspectateurs, enfin non, nos youtubeurs, enfin je ne sais pas comment on appelle ça. Les abonnés, nos gentils abonnés et ceux qui regardent sans être abonnés. Ce qu'il faut leur dire, c'est qu'on enregistre un vendredi 15 août à 12h06. Alors 12h06, c'est donc allez, admettons que dans 12 heures, il y ait une conférence de presse Trump-Poutine. Incroyable. Donc on enregistre avant, mais pourquoi Tatiana? Dis-moi pourquoi. Pour réchauffer l'ambiance, déjà, et pour aussi, enfin, les résultats, peu importe lequel elle sera, la situation déjà, elle est géniale par elle-même, et je trouve que c'est sympa de le vivre un petit peu en direct. Voilà, et c'est aussi bien de voir ce que les Russes en pensent, comment eux, ils vivent tout ça, comment ils le présentent, parce qu'on a pas mal, donc, la vision européenne, et un peu une vision, on va dire, flippante pour les uns et un peu, comment dire, dans l'espoir pour les autres, mais bon, comment les Russes le vivent, on ne le sait pas tellement. Voilà, comment les Russes le vivent, comment la moitié du monde le vit également, parce qu'il n'y a pas que la Russie, il y a tous les pays qui sont à côté de la Russie et qui sont dans cet énorme bloc qui fait face à l'Occident. Quand tu dis à côté, tu parles d'un point de vue géographique ou d'un point de vue moral, enfin, non, idéologique? Politique. Politique, d'accord. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que demain soir, donc après la réunion, nous ferons également une vidéo pour expliquer ce que pensent les Russes de cet accord, si accord il y a. Bon. Oui. De toute façon, peu importe quel, il y aura-t-il un accord ou pas. Rien que déjà le fait que ces deux grands dirigeants se rencontrent, égal à égal, je précise, c'est déjà assez étonnant parce que c'est vrai, ça fait plusieurs années que les États-Unis et les Américains n'ont pas eu de rencontre à haut niveau. Et rien que là-dedans, déjà, on voit un énorme progrès. Voilà. Et ce qui est très intéressant, il faut le préciser, c'est qu'ils se rencontrent égal à égal. Même dans la composition de leur équipe, c'est vraiment, je veux dire, la parité était respectée strictement. Et ça, c'est déjà pas mal. Voilà. Ça veut dire que là, aujourd'hui, on peut dire que le monde unipolaire est fini. Voilà. On va sonner glaive pour la fin du monde unipolaire. Et déjà, rien que ça, c'est génial. Voilà. Alors, qu'est-ce que pensent les Russes
de cette réunion? Alors, bah, ils flippent. Il y a beaucoup qui flippent parce que il y a beaucoup qui pensent qu'ils vont se faire avoir, comme d'habitude, en disant que oui, les Américains, il faut jamais leur faire confiance. Ils veulent toujours vous promettre plein de choses. Et voilà, c'est comme c'était dans les années 90. Ils ont dit que le temps va rester dans ses frontières d'avant et que jamais il va s'empiéter sous les anciennes, on va dire, sous l'ancienne influence de l'Union soviétique. Non seulement ils ont allé donc prendre le pacte de Varsovie, mais même sous les anciennes républiques de l'Union soviétique, ça a été repris. On dit que Trump n'a pas fait, enfin, je veux dire, depuis qu'il est au pouvoir, il ne fait que mentir. L'exemple est même avec les négociations en Iran. Mais bon, après, encore une fois, je veux dire, aujourd'hui, le bloc de l'Occident, il est scindé en deux. Donc, l'information vient aussi bien d'un bloc que de l'autre et c'est très, très difficile à se positionner. Il y a énormément de choses qui sont, on va dire, données par le bloc qui est en opposition de Trumpisme et c'est vraiment, il faut bien, bien, bien traiter. C'est pour ça que quand beaucoup de gens me disent que maintenant, il ne faut pas faire confiance à Trump, je réponds que je ne fais pas confiance à Trump, je ne fais pas confiance aux Américains, mais j'ai fait confiance à Poutine, qui est au pouvoir depuis plus de 25 ans et qui a eu quand même suffisamment de temps, déjà d'en avaler de couleuvres, de voir à quelle façon effectivement il peut se faire avoir et bien, bien, bien réfléchir à ce problème-là. Donc, comment dire, à suivre. Alors, j'ai vu l'autre jour une vidéo de Caroline Galacteros en disant attention, Monsieur Poutine, vous allez peut-être dans un piège. Oui, oui, c'est ce qu'on dit beaucoup aussi en Occident, mais parce que aussi, nous, aujourd'hui en Europe, on fait partie de blocs qui ont une opposition, donc, aussi bien de blocs qui se réunissent autour de la Russie que de blocs trumpistes. Ils sont aujourd'hui plus ou moins, on va dire, les intérêts communs, qu'ils ont plus ou moins des intérêts communs. Donc, forcément, l'information que nous puisons, je dis, en Europe, de sources qui sont en opposition de ces deux blocs. Donc, on nous projette des choses qui ne vont pas dans le sens. Et pour ça, je dis toujours qu'il faut vraiment, vraiment écouter ce qu'ils disent les autorités russes. Ils ne parlent pas beaucoup. Je veux dire, c'est limite silence total. Mais si on reprend, donc, pendant ces 3 ans, il y avait des choses qui étaient dites quand même. Hein. Et Poutine a une capacité, il ne dit pas beaucoup, mais quand il dit les choses, c'est des choses qui sont vraies. Donc, si on reprend et si on les met bout à bout, on peut quand même deviner de quoi il s'agit. Voilà. Après, il y a un tel brouillard, on va dire, médiatique autour de cette affaire-là que c'est extrêmement difficile de faire un tri. Mais bon, moi, je reste très optimiste. Et alors, il y a des oppositions à Monsieur Poutine là-dessus? Comme je te dis, il y a beaucoup de gens qui flippent, il y a déjà, donc les militaires, beaucoup de militaires qui parlent qu'il n'y a pas question qu'on échange de territoire, il n'y a pas question qu'on cesse quoi que ce soit, on est en train de toute façon tout gagner et c'est juste une question de jours pour que tous les territoires soient à nous, donc de quoi on parle. Il y a beaucoup de gens qui disent non, mais il n'y a pas question qu'on s'arrête alors que Odessa et donc l'arrivée vers Transnistrie n'est pas encore repris par les soldats russes. Il y a beaucoup de gens qui, après, tu vois, par exemple, le Télégraphe, ils ont lâché une proposition, soi-disant, des Américains, comme quoi donc, Trump veut vendre aux Russes l'accès aux minerais rares qui se trouvent déjà sur le territoire russe. Donc, c'est vrai que c'est un peu une insulte, mais il faut voir aussi par qui toute cette information-là est donnée. Il y a, comme je te dis, un énorme bruit. Hein, et en Russie, il y a beaucoup, beaucoup de chaînes qui ne vont pas dans le sens de chaînes de gouvernement. Et les Russes sont méfiants. Les Russes, par nature, sont râleurs. Donc, je veux dire, il suffit de donner une ou deux petites informations un peu, on va dire, boiteuses pour que tout de suite, je veux dire, le feu s'enflamme. Voilà. Donc, c'est vrai que la Russie, enfin, on va dire, en grande partie aujourd'hui, en ce que j'attends donc, chez beaucoup de gens, est pas mal méfiante. C'est très drôle, c'est que ceux qui sont extrêmement optimistes et qui veulent vraiment voir ça, je veux dire, en grand jour, c'est les Ukrainiens. Les Ukrainiens pro-russes, et il y en a quand même beaucoup, 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 eux, ils voient là-dedans vraiment un grand espoir. Voilà. Alors qu'ils savent très bien qu'ils sont perdants dans les deux côtés. Que, je veux dire, qu'on cesse les combats, qu'on ne les cesse pas, ils sont perdants. Mais, je veux dire, ils sont extrêmement, extrêmement optimistes parce que, je veux dire, peu importe comment on sort de cette affaire-là, il faut sortir. Il faut que ça se... Voilà.
Les Russes par eux-mêmes sont très patriotes, ils sont derrière leur président, mais ils ont peur que, comme ils disent, on peut gagner la guerre, mais on peut perdre la paix. Donc, méfiance, méfiance, méfiance. Voilà. Alors, voyons un peu. I've been to Russia about a dozen times, and I've been to Ukraine many times as well. But what I learned from being in Russia, and most Americans don't understand this, the Russian people lost almost 30 million during World War II. When you go out of the city and past those giant girders that are covering the highway. Qui est, Tatiana? Bon, c'est rien. Ah bon. Ouais, j'ai pas bien regardé, je sais que dans les informations américaines, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la machine de propagande de deux côtés est mise en marche. Et donc, c'est, je sais pas, c'est un dignitaire américain, Oui. je sais rien, écoute, voilà, mais qui raconte il parle de la Seconde Guerre mondiale. Oui. Il y a quelques temps, on disait que voilà, les Américains, ils ont gagné ça et les Russes, ils avaient, je sais pas combien de millions de morts, je sais pas, 160, enfin, un truc comme ça. Et ça montrait une totale méconnaissance de dossier, en tout cas de Trump. Là, aujourd'hui, on commence vraiment, on va dire, rétablir la vérité. Et cette personne a dit, voilà, il faut quand même aussi se rendre compte que la Russie, il sait ce que c'est une guerre, il sait ce que c'est des pertes de guerre, et elle n'est jamais dans une position de vouloir mener une guerre. Elle a déjà eu des grandes guerres sur son territoire. Elle était envahie, on précise bien sur le fait qu'elle était envahie, que c'était difficile. Il raconte qu'un jour, elle était donc à Moscou et en prenant la route vers Sheremetyevo, donc un grand aéroport international, on passe sur la route où on voit les petits. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je suis trop curieuse, je suis désolée. Vraiment, je suis une petite personne. Bref, ce que je veux dire, il y avait plein de trucs, tu sais, comme on appelle ça contre les chars, on appelle ça les hérissons qui étaient mis sur la route. Ils étaient gardés pour dire qu'on va vraiment que les Allemands étaient vraiment très près de la Russie. Et on insiste vraiment là-dessus pour dire que la Russie aujourd'hui, elle n'a aucun intérêt de faire la guerre. Et je pense que l'un des points qui va sortir de cette réunion, c'est de dire que peut-être que c'est même Trump qui va le dire en disant que j'ai regardé dans les yeux de M. Poutine et j'ai vu dans ses yeux qu'il n'a pas envie d'envahir l'Europe. Voilà. Et Poutine, elle dira, oui, avant j'étais très méchant, mais là, donc, j'ai vu le bon Dieu, la lumière émanant de chevelure blonde de Trump et j'ai compris que c'était pas bon d'être méchant. Je suis devenu gentil et je jure encore une fois, hein, sur tout ce qui vous voulez, que jamais je vais envahir l'Europe. Chose qu'il répète depuis je ne sais pas combien de temps, mais peut-être que là, je sais pas, on va dire, peut-être que si Trump elle se porte garant, peut-être qu'on l'entendra. Enfin, ils n'auront peut-être pas le choix de ne pas l'entendre. Voilà. Oui, je crois qu'ils n'auront pas le choix. Voilà. Mais Trump lui-même a commencé de deux côtés qui force justement d'insister vers cette ancienne amitié américano-russe. Ouais. Дональд Трамп заявил, что на предстоящем саммите на Аляске он в течение первых 2 минут определит, возможна ли сделка с Россией. По словам президента США, встреча с Владимиром Путиным будет скорее предварительной. На ней он попросит российского лидера завершить конфликт на Украине. После этого Трамп ожидает либо прямых переговоров между Путиным и Зеленским, либо проведения трехстороннего саммита. Американский лидер подчеркнул, что рассматривает готовящийся визит Путина в США как проявление уважения. Он также допустил возможность нормализации торговли. Je pense que c'est une vidéo, on l'a pas mal vue, donc Trump, une conférence de presse qu'il donne. C'était très drôle de voir les commentaires de Russes. Ils disent, non, mais qu'est-ce qu'il a fumé comme moquette celui-ci? Non, mais est-ce qu'il arrive au moins à garder une trame et une pensée? Je veux dire, c'est une sorte de coq à l'âne et te raconte un truc tout de suite après un autre truc. Enfin, ça part dans tous les sens. Le mec, il est en train de meubler et surtout empêcher les autres de poser les questions. Limite, je vous réponds à vos multiples questions, donc c'est bon là, vous n'avez pas à me demander. C'est que les Russes, ils n'ont pas l'habitude à un tel showman étant un président. Je veux dire, c'est vrai que le président Poutine, il reste toujours très réservé. Oui, chaque mot est sérieux, pesé. même.
on les montre très souvent à la télé, hein, je veux dire très très souvent, mais c'est vrai que on l'a jamais vu lever la voix. Enfin, il fait pas mal de blagues, même si ça paraît très surprenant aux Européens que Poutine a un grand sens de l'humour. Elle a un grand sens de l'humour et souvent il rit. Plus depuis quelques années, on va dire, mais bon, je veux dire, ça lui arrive. Mais néanmoins, je veux dire, quand il dit quelque chose, sa parole, elle pèse quelque chose. Là, je veux dire, les commentaires des Russes sont en train de dire, non, mais c'est ça qui est le maître du monde? Non, mais c'est ça qui nous gouverne tous? Non, mais c'est quoi ce truc? Non, mais c'est quoi? Non, mais attendez, là, il a attrapé la bandignité aiguë, là, pour complètement, je veux dire, verrer on ne sait pas quoi, à l'est, à l'ouest, en même temps, c'est pas possible. Voilà. Donc, mais bon, c'est quand même intéressant de voir comme Trump aujourd'hui, il est en train de vraiment, je veux dire, meubler l'espace parce que lui, il a besoin de gagner du temps. Il a besoin de gagner du temps pour ses propres réformes. Et finalement, au début, je pensais que ce rendez-vous-là était un peu aussi une façon de faire patienter. Mais je ne serais pas surprise qu'à l'issue de ce rendez-vous-là, on va avoir une bombe, une proposition, je précise, de la part des Russes, qui peut être suffisamment intéressante pour vraiment basculer les élites américaines dans ce sens. Voilà. Parce que c'est les élites américaines qui doivent suivre Trump. Mais il ne faut pas oublier que M. Trump, dans 3 ans et demi, il n'est plus là. Non, mais le trumpisme doit continuer. Peut-être, pas sûr. Enfin, écoute, on verra. C'est selon eux, ils doivent continuer. Et dans cette réunion-là, donc, ben, il y a toute l'élite américaine qui viennent. Donc, je ne sais pas si c'est possible d'avoir autant de grandes personnes, enfin, personnes importantes de gouvernement, je ne sais pas comment on appelle ça là-bas, qui se trouvent dans le même endroit. Parce que c'est vrai qu'il y aura Vance, il y aura Marco Rubio, il y aura d'autres personnes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils seront tous là. Je veux dire, s'il y a un météorite il y aura Lavrov, il y aura tout le monde. Enfin, bon, là. Alors, s'il y a un météorite qui tombe dessus, supposons les méchants extraterrestres, là, je veux dire, le monde sera... on coupe la tête au monde entier, là. Dire, on coupe la tête à tous ces gens-là. La sécurité là-bas est vraiment étonnante, quoi. Étonnante. В Москве 6 вечера. Меня зовут Юрий Пронько. Здравствуйте. В ближайшие 50 минут важные актуальные темы к этой минуте. Европа готовится к войне. Оружейные заводы расширяются в 3 раза быстрее, чем в мирное время, занимая уже более 7 миллионов квадратных метров новых промышленных площадей. Это представляет собой перевооружение исторического масштаба, констатируют аналитики Financial Times. Согласно анализу данных радиолокационных спутников, охватывающих 150 объектов 37 компаний, строительная деятельность на европейских оружейных заводах ускорилась после начала войны в 2000. Bon. Ben, écoute, au même temps qu'on montre cet élan vers la paix qui représente donc, les 2 grands méchants, Poutine et Trump, on montre aussi ce qui se passe en Europe. L'Europe est en train de se réarmer au maximum. Il y a plein de sites d'usines pour fabriquer l'arme qui s'ouvrent un peu partout. Donc, il y a vraiment un élan qui est très différent. Il faut aussi dire que donc, cette émission, elle est sur une chaîne qui s'appelle Tsargrad. Moi, je reste très réservée par rapport à cette chaîne. Très réservée. Parce que souvent, j'ai des émissions là-bas que je trouve un peu limite. D'ailleurs, c'est sur cette chaîne-là qu'on a limite la veille qu'il y avait les explosions, tu sais, sur les aérodromes à l'intérieur de Moscou. Donc, c'est limite là qu'on a parlé, limite qu'on a indiqué les positions là. Enfin, en tout cas, sur ce qu'on dit, on n'a jamais accusé cette chaîne-là de quoi que ce soit, mais il faut savoir aussi qu'on a aussi la liberté de la presse, aussi surprenant que cela peut paraître, est assez grande. Aujourd'hui, il y a juste un petit échange. Donc, quand sur YouTube, il y a des chaînes qui sont, on va dire, pro-occidentales, on met une notification. Chose qu'on ne faisait pas avant, un peu comme sur YouTube. On prévient que cette chaîne est financée par ceci, cela. Voilà. Mais
je trouvais que c'était intéressant qu'au même temps que sur toutes les chaînes, on montre, donc effectivement, on parle aux alentours en donnant l'espoir. Là, on insiste vraiment sur le fait que l'Europe est en train de vraiment se préparer à une guerre, à force. Donc, ça aussi fait qu'il y a une urgence dans cet accord-là, parce qu'il ne faut pas que l'Europe ait le temps de s'armer. S'il y a une paix signée, peu importe laquelle, s'il y a une paix, la question est pourquoi? Voilà. Tatiana, Donc, il n'y a pas seulement que la paix en Ukraine, il y a aussi il y a plein de traités sur les armements nucléaires qu'il faut absolument reconduire très rapidement. Parce que je crois que c'est en janvier, c'est fini, il n'y a plus rien. Il y a le traité disons de Pâques, que... il y a le traité, je ne me rappelle plus, Oui, également, il y a plusieurs traités sur les il y armements a tous les nucléaires. traités à reconduire, mais aussi la Russie, il insiste sur le fait que l'OTAN dégage de ses frontières, pas seulement en Ukraine. Donc, et là, ça ne va pas. Par exemple, les républiques baltes, ils ne vivent que grâce à ça. Donc, ils ne vivent que grâce à la future guerre entre eux et les Russes. Donc, ils ont plus aucune industrie et ils ont plus de gens. Enfin, ils sont vides, ils n'ont plus rien. Ils vivent que sous les dotations de l'Union européenne et sous le fait qu'il y a l'OTAN et que normalement, ils sont au premier plan, quoi. S'ils n'ont pas ça, je ne sais pas ce qu'ils vont devenir. Enfin, j'ai une petite idée, mais bon. Le problème, c'est que pour les Russes, c'est un gros souci aussi, parce que de récupérer 3 républiques extrêmement russophobes, même s'il y a énormément pro-russes à l'intérieur de ces pays-là, les récupérer totalement désindustrialisés, d'une pauvreté extrême, c'est vraiment une grande charge. Et la Russie, aujourd'hui, il n'a plus envie de dépenser l'argent pour l'Ouest. Voilà. Il a envie d'investir son pognon plutôt vers le nord, vers l'Est. Donc, c'est une position un petit peu limite, quoi. Voilà. Donc, on ne sait pas qui c'est qui va prendre en charge ces 3 petits cornichons. Дальнобойных ракет «Сапсан». Подробности сообщили в ФСБ. Были установлены все предприятия, которые участвовали в производственной цепочке. Это 2 завода в Шостке, Сумской области, 2 в Павлограде, Днепропетровской и еще одно предприятие резервное под Житомиром. Все они уничтожены. Что касается самой программы, сообщается, что финансировала работы Германия. Валентин Гвоздев с подробностями. Donc, dans les mêmes Syrie, il y a énormément d'usines qui s'installent sur le territoire européen, mais aussi à Kiev. Donc, justement, il y avait un programme Sapsan, donc pour fabriquer des missiles de longue portée, et financés entièrement par les Allemands. Par les Allemands. Donc, il y avait 3 sites, et ces 3 sites ont été donc détruits. Donc, voilà, les petits sous-sous allemands sont partis pour rien. Bon, il y avait un grand travail, donc bien sûr des militaires, mais aussi des FSB, ce qui veut dire que sur le territoire ukrainien, il y a les gens, on ne va pas dire des espions, mais les Ukrainiens, donc je veux dire, les FSB a reçu des quantités de données par rapport à ces 3 sites qui étaient assez impressionnantes. Voilà. Donc, je veux dire, les Ukrainiens sur le territoire, même sur le territoire de l'Ouest, donc je veux dire, ils n'ont pas envie de ça, quoi. Donc, c'est même pas de l'espionnage, non, je veux dire, il y a des partisans, on va dire, une certaine résistance. Voilà, on peut dire une résistance assez importante, donc européaniser l'occidentation donc de l'Ukraine, chose qui n'était pas visible il y a encore quelques mois. Aujourd'hui, c'est vraiment évident. Voilà, donc l'explosion de ces 3 usines montre bien que vous pouvez toujours investir on le montre pas vraiment pour montrer que, regardez, on a détruit ces 3 usines en Ukraine, mais aussi pour dire que si vraiment ça devient trop, on va dire, explosif, on peut aussi le détruire autre part. Voilà. C'est-à-dire qu'il y avait un secret énorme pour ces 3 usines-là. Je veux dire, c'était super bien. Ça peut être, Tatiana, ça peut être des commandos infiltrés russes aussi. Ça peut être n'importe quoi. Mais ce que veut dire, c'est que là, juste avant la rencontre avec Trump, la Russie a détruit ce projet
ce projet d'installation sur le territoire ukrainien de fabrication de ces missiles, c'est l'un des jokers, si on peut parler de cartes, dans les mains de Poutine. Voilà. L'un des, avec Pokrovsk. Avec Pokrovsk. Voilà. Donc, tu es au courant que là-bas, le front est totalement... Oui, pas encore complètement, parce que la ville de Pokrovsk n'est pas encore complètement entourée, mais presque. La ville, non, mais le front est brisé. Le front est enfoncé, oui. Le front est enfoncé, c'est ça qui compte. Après, on oblige les habitants de quitter la ville, et c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup, on va dire que c'est une évacuation forcée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de partir. Voilà. Mais ça fait longtemps que les gens quittent Pokrovsk, ça fait même un an, voilà, comme ça. Mais là, il y a des forces russes qui ont pénétré la ville. Oui. Bah, surtout, c'est pas que les forces ont pénétré la ville, c'est qu'il n'y a plus de front là-bas. Donc, le front, il s'effrite. Voilà. Это детали новой коррупционной схемы Зеленского. По информации депутата Верховной Рады, ближайшее окружение главаря киевского режима хотело легализовать свои доходы в криптовалюте. Речь о 5 миллиардах евро. Сделать это хотели с помощью Парижа. Чтобы отмыть средства, свита Зеленского намеревалась купить ни много ни мало французский банк. О содействии хотели просить самого Макрона, но сделка сорвалась. А вот другая махинация оказалась вполне рабочей, и разоблачили ее журналисты турецкого издания Aydınlık. Выяснилось, что Киев каждый месяц переводит по $500 миллионов в Эмираты. Согласно... Macron. Ah ouais. Oui, bah écoute, comme je dis toujours, dès que les gens commencent à, on va dire, de se trouver dans cette situation-là, tu vois, c'est compliqué parce que ils commencent à se dénoncer entre eux. Donc, déjà, l'un des députés de Rada, donc, elle a exposé donc, un super schéma entre Macron, corruptionnel, je précise, entre Macron et Zelensky, dans lequel donc, il y avait une histoire de blanchiment de 5 milliards à travers une banque française, que donc l'achat était, je veux dire, imminent. On en parle depuis quelques temps d'achat de cette banque-là, donc on transférait donc, les dollars dans les cryptos et tout. Bon, là, ça a explosé un peu devant tout le monde officiellement et c'est bien d'une source ukrainienne. Donc, on en parlait déjà depuis quelques temps, mais ce n'était pas officiel. De même qu'il y a un journal, on va dire turc, qui a publié un article, on parle qu'il y a une banque, on va dire, en Qatari, qui blanchissait, 5 millions de dollars tous les mois. C'est des petites sommes encore, mais bon, vous voyez, je veux dire, on montre un tout petit peu ça sur la table pour dire à Zelensky, Coco, je veux dire, tu sais, on n'a pas encore tout montré, mais on peut le faire, voilà. Donc, on dit qu'à Paris, maintenant qu'on en a parlé, l'achat de cette banque sera peut-être pas possible, mais bon, je veux dire, quand je dis que tous nos dirigeants démocratiquement élus en Europe sont mouillés en plein jusqu'au cou dans ces affaires-là corruptionnelles, hein, avec on va dire, avec ce conflit, c'est là, tout ça, ça va retomber, tout ça, ça va apparaître au grand jour. Bien sûr, il faut faire très attention que ceux qui vont le faire apparaître ne soient pas mouillés dedans, normal. Mais je veux dire, c'est les jours où les gens vont connaître la vérité, cette guerre elle s'arrêtera par elle-même. Mais la corruption est aussi grande en Russie, non? Alors, c'est très intéressant ce que tu dis là. Depuis, on va dire, un mois et demi, en gros, quand on a mis Bilaousov à la poste de ministre de Défense, il y a plein de gens qui ont commencé à flipper parce qu'on l'appelle le nettoyeur. Et là, il y a plein. Il y a des arrestations, mais les suicides, les fuites, énormes. Là, la Russie, il fait un grand nettoyage. Il y a beaucoup de gens qui ont changé sur leur poste. Là, le programme on va dire, des héros, vous savez, de l'intégration de tous les héros et des vétérans de l'opération spéciale. Donc, ils étaient tous mis dans les programmes spéciaux pour faire
Donc, ils échangent, ils commencent à prendre les places de ces gens-là qui étaient mêlés dans les affaires de corruption absolument terribles, qu'on évacue, leur bien est confisqué. C'est étonnant ce qu'on voit comme chose qu'on arrive à récupérer. Et tu dis non, mais attendez, c'est quand même pas possible. Voilà, il y a énormément d'affaires qui remontent. On n'en parle pas tellement peut-être en Occident, mais en Russie, c'est vrai qu'il n'y a pas un jour où il n'y a pas une ou deux arrestations. Là, c'est un nettoyage, mais total. Donc, on va dire que les gentils pro-européens vont, on va dire, pas mal souffrir parce que c'était quand même les gens qui étaient les plus intéressés dans le fait que, surtout quand Bélarousse était nommé sur le poste de ministre de Défense, il était évident que c'est pas vraiment pour la défense, mais c'est vraiment pour faire ce grand nettoyage. Voilà. Donc, oui, il y a une grande corruption, mais bon, on demande toujours d'où ça vient. После атаки украинских беспилотников в Белгородской безопасности на несколько дней закрыли парки, пляжи, скверы, а также крупные торговые центры. Учреждениям общественного питания запретили работать на открытых площадках. Движение автобусов регламентировано. Госучреждения, министерства, организации переводят на дистанционную работу. Такой режим труда на ближайшие дни рекомендовали и частным предприятиям. Bon, toute la zone frontalière à l'Ukraine, donc la zone de la Russie, on va dire, d'anciens territoires, est bombardée. Enfin, il y a des drones absolument partout. Il y a les attaques sur des civils. Tous les squares sont fermés. Tous les endroits où on peut acheter de la nourriture à l'extérieur, tous les attroupements, tout. Là, on va exploser une voiture civile. Donc, mais c'est pas le seul exemple. Je veux dire, là, il y a une quantité de drones sur la population civile dans toutes ces zones-là absolument énorme. Depuis 3 jours, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. On pourrait interviewer, par exemple, le Français qui est à Koursk. Oui, ça pourrait être bien. Parce qu'à Koursk aussi, là, on vient d'exploser plusieurs drones dans les bâtiments civils et bon. Ça s'appelle pas du terrorisme, ça s'appelle donc la gentille, innocente, petite donc, Ukraine qui combat pour son indépendance. Voilà. Oui, mais Tatiana, c'est la guerre, ça. Là, oui, c'est la guerre. Attends, c'est la guerre. Quand on fait la même chose dans d'autres pays, on appelle ça du terrorisme. Oui. Donc, s'il vous plaît, définissons déjà les termes d'une guerre. Une guérilla, un terrorisme, on accuse toujours des Russes de tirer dans les civils, d'accord? Excusez-moi, on accuse toujours des Russes de tirer dans les civils. Tu dis toujours dans les guerres, c'est normal. Ce serait bien aussi de montrer de l'autre côté. Voilà. Tout n'est pas aussi noir et blanc comme on le prétend. Non, on n'est ni noir ni blanc. On est souvent gris. Là, seulement, ce n'est pas des dommages collatéraux. Là, on vise expressément des civils. Voilà. Bon. Quand on tire en plein centre-ville, je suis désolée, c'est peut-être une guerre, mais bon, je veux dire, normalement, dans les conventions, c'est ça. Что в преддверии российско-американского саммита делает Киев? Пытается сорвать встречу лидеров двух стран. Для этого готовит новую кровавую провокацию. Детали сообщила наша Минобороны. Информация получена сразу по нескольким каналам. В город Чугуев Харьковской области автотранспортом СБУ в понедельник 11 августа была доставлена группа журналистов иностранных СМИ под легендой подготовки серии репортажей о жителях города в прифронтовой зоне. Непосредственно перед саммитом в пятницу в ВСУ спланирован провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов или больницы с большим количеством. Voilà, donc effectivement, il n'y a pas seulement donc, toute l'explosion qu'il y a sur le territoire russe dans la frontalière, qui sont vraiment une augmentation absolument impressionnante. Donc la Russie a indiqué que sur plusieurs sources, elle a reçu l'information comme quoi, donc à la ville de Chugouyev, donc une ville frontalière sur le territoire ukrainien, il faut préparer une grande action. Donc on a déjà envoyé les journalistes de l'Occident qu'on a bien disposés pour qu'ils puissent donc constater une provocation par des méchants Russes
qui vont exploser. Donc, il y avait plusieurs propositions de dire que, bon, les écoles, elles sont fermées, mais bon, peut-être un hôpital avec, pourquoi pas l'hôpital aux fenêtres des petits bébés, donc, où il y a un endroit bien peuplé dans lequel... Mais bon, en même temps, ils ont dit que c'était pas évident parce qu'il fallait aussi se coordonner ça avec les tirs russes. On peut pas juste provoquer une explosion comme ça. Mais bon, pareil. Donc, il y a une énorme surveillance et les Russes font très attention pour, dans tous ces endroits-là, qu'il n'y a pas une possibilité de leur attribuer, donc, on va dire, les grands bombardements qu'on peut. Ça a été déjà fait plusieurs fois. Donc, les Ukrainiens, ils ont déjà explosé en coordonnant justement avec les tirs qui venaient de la Russie plusieurs, comme par exemple l'hôpital où il y avait les enfants en montrant les images partout. Donc là, pareil, c'est un risque qui est important. Et donc, les Russes, en se disant qu'ici, le dénoncent d'avant, peut-être qu'ils pourront l'éviter. D'accord. Encore une fois, c'est intéressant. Plusieurs sources l'indiquent, quoi. Je veux dire, il y a vraiment une résistance en Ukraine qui est très forte aujourd'hui. Завтра, 22:30 по Москве. В это время на Аляске начнется встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщили в Кремле. Переговоры стартуют с беседы лидеров в формате тет-а-тет в присутствии переводчиков. Основная тема саммита – урегулирование украинского кризиса. Но делегации затронут и другие вопросы. На РБК главные новости, в студии Марина Лаптева. Владимир Путин в рамках подготовки к встрече на Аляске сегодня в Екатерининском зале Кремля провел совещание с членами высшего руководства России, а также представителями правительства и администрации президента. Попросил вас сегодня собраться для того, чтобы проинформировать о том, как идет переговорный процесс по украинскому кризису, как идут переговоры в двухстороннем формате. Alors, c'est le président Poutine qui dit ce qu'il va négocier. Donc, inviter tout son entourage, on va dire, toutes les personnes importantes donc, dans le gouvernement, donc les aides, les porte-paroles et autres, pour donc, les informer de relais de cet entretien, de ce rendez-vous, on va dire, historique. Bon, il y a une partie toujours filmée. Voilà. Comme il dit, il y a beaucoup d'entre vous qui sont déjà au courant, mais bon, je voulais quand même faire une annonce officielle. Ce sera ce soir, donc à 21h30, l'heure de Paris. Donc ça va être, on va dire, assez tard pour les Russes. Mais bon, pour les Russes, ce sera selon l'heure de Moscou à 22h30. Voilà. Et je veux dire, l'information, on donne l'impression vraiment que c'est un rendez-vous qui était préparé en dernier moment. Peut-être que ça a été fait pour justement être certain que les conditions de sécurité sont respectées parce que, on va dire, ceux qui ne sont pas tout à fait, on va dire, pour cette paix qui sera injuste, on va dire ça comme ça gentiment, ont le temps de préparer pour quelconque, je veux dire, catastrophe. Voilà. Donc, alors, ce qu'il faut dire dans cette réunion, c'est que les présidents Poutine et Trump vont se parler entre tous, un quart d'heure, 20 minutes avant les négociations. On n'a pas dit un quart d'heure, 20 minutes. Hein. Je ne sais pas qui c'est qui le dit. On a dit qu'ils auront un entretien tête-à-tête. Oui, c'est un tête-à-tête. Et ensuite, il y aura... conférence de presse ensuite. Ah non. Ensuite, il y aura les négociations. Alors, on ne sait pas sur quoi. Et ensuite, il y aura une conférence de presse à la fin. J'avais une conférence de presse après l'entretien de 2 dirigeants. Oui, selon moi, ce que j'ai entendu dire. Oui, alors, il y a d'abord un entretien entre les deux, ensuite un entretien avec leurs conseillers, et ensuite une conférence de presse. Écoute, on verra. En tout cas, les conseillers peuvent toujours se voir sans que les dirigeants soient présents. 10 ou 15 minutes, même 20 minutes, ce n'est pas possible. Si tu rajoutes à ça aussi le temps de traducteur, donc tu multiplies ça, ça veut dire que les mecs, ils vont se voir quoi, réellement que 5 minutes. Je ne suis pas sûr qu'il va y avoir des traducteurs pour la première. Si, ça a été indiqué. Ils vont se voir tous les deux avec d'autres traducteurs. D'accord. Il va y avoir des traducteurs. Allez. Ça a été indiqué en tout cas des sources russes. Après, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va être.
dans les sources russes, on dit que donc ils vont se voir tête à tête avec le traducteur. Le temps n'a pas été indiqué parce que bon, c'est pas minuté. Et je pense que ça va durer. Déjà, au téléphone, ça prend du temps. Donc, je pense que là, ça va durer, je veux dire, quelques heures plutôt. Прилетим на Аляску мы глубокой ночью по Москве. Конечно же, будем держать вас в курсе всех подробностей предстоящих нескольких очень интересных дней. Не могу сказать, что борт полный. Конечно же, американцы выдали довольно ограниченное количество виз. Тем не менее, сделали это очень быстро, в течение суток. Большинство из нас получило возможность поехать освещать саммит на Аляске. Конечно же, это необычный рейс. Неизвестно, сколько мы будем лететь, но ожидается, что... Dans l'avion qui part en Alaska. Voilà, donc ils étaient surpris à la rapidité à laquelle ils avaient tous leur visa, mais il fallait quand même qu'ils demandent leur visa. Les visas qui coûtent $180, quand même, c'est pas donné. Donc ils ont affrété les avions rien que pour ça. Il y avait un tri sélectif, n'importe qui ne peut pas aller. Donc il y a une sécurité, donc ils ne savent pas quel parcours ils vont avoir, ils ne savent pas comment donc, ils vont aller. Je sais qu'une fois arrivés sur place, on ne les laissait pas sortir de l'avion sans vraiment vérifier la sécurité. Vraiment, la question de sécurité là-bas est vraiment, vraiment très importante. Voilà. Donc, c'est les journalistes qui montrent, parce qu'eux aussi, ils sont un peu comme nous tous les deux, mais pas tout le temps, on va dire, sur nos petits fauteuils. Voilà. Donc, ils montrent tout ça pour dire, regardez, on vit des moments, absolument. Voilà. Donc, il y a des avions affrétés rien que donc, pour les journalistes. Et donc, vraiment, vraiment, la question de sécurité, elle est limite excessive, quoi. Je ne sais pas s'ils passent à la foule totale, mais bon, vraiment, on ne les a pas laissés sortir de l'avion sans vérifier tout. Oui, c'est normal. Voilà. Donc, il faut mériter, il faut mériter. Alaska is where America and Russia meet, not as rivals on a map, but as neighbors who have learned to live side by side. For us, the Orthodox is holy grounds shaped by St. Herman, St. Innocenty, St. Yakov, and now St. Olga. If talks happen here, may they be marked by truth, humility, and peace. Comme tu vois bien, c'est un prêtre orthodoxe qui parle anglais. C'est un territoire qui appartenait aux Russes jusqu'à la fin de la guerre de la Crimée. On ne va pas revenir à l'historique de pourquoi et comment ça a été vendu. Mais bon, il y a une grande population russophone déjà, qui ont gardé leurs coutumes. Donc, il y a la religion principale, c'est la religion orthodoxe. Ils ont su garder donc leurs coutumes, leur culture, la culture russe. Et comme dit ce prêtre, c'est un endroit dans lequel les Russes et les Américains, comment dire, vivent comme des voisins. Il n'a jamais eu de quelconque communauté. Encore une fois, je dis, on insiste, tu vois, je veux dire, on peut dire que la propagande pro-paix, c'est un peu bizarre, est mise en place et ils disent que donc là où la rencontre aura lieu, il y a un monument aux soldats, aux pilotes d'avions russes, donc qui étaient enterrés là, donc qui passaient héroïque, ça va de soi, donc qui passait son temps à faire des allers-retours pour livrer les avions, donc les avions américains sur la Russie. Justement, en échange, encore une fois, on insiste énormément, parfois même lourdement, c'est le fait que la Russie et les États-Unis ont collaboré dans cette guerre, dans la guerre dans laquelle la Russie a énormément investi. Ceux qui ont gagné, comme on le dit, ils ont vaincu le Napoléon, ils ont vaincu Hitler, ils ont perdu énormément, ils savent ce que c'est une guerre, ils n'ont pas envie d'une troisième guerre mondiale, ils sont pour la paix, il ne faut pas l'oublier de leur perte, de leur héroïsme, etc. Donc, c'est, encore une fois, c'est un exemple qui passait sur la télé américaine. Voilà. Donc, les exemples sont retraduits en Russie, mais il y a, je veux dire, cette machine de propagande, tu vois bien qu'elle peut aller dans un sens comme dans l'autre. Pour ça, je me dis, écoutez, les mecs, vous allez voir, je veux dire, la russophobie, elle peut aussi tomber comme un château de cartes, parce que ce que les gens pensent réellement, on ne le sait pas, mais bon, voilà. Donc là, on a un prêtre orthodoxe qui est donc interviewé pour justement parler à quel
point, les Américains et les Russes, mais c'est des copains comme des cochons, quoi. Voilà. Non, mais c'est bien, Tatiana. Ah, moi, c'est bien, moi, je suis Ouais, contente. c'est génial. Je suis plutôt contente, surtout qu'on commence enfin à dire que ben, la Russie, c'était peut-être pas, je veux dire, le pire que Hitler, et que finalement, les gens qui ont combattu de côté des Allemands, ils combattaient pour la liberté contre les méchants agresseurs soviétiques. Oui, Voilà. oui, absolument génial. Moi, Ça change. Елена Юлаева, здравствуйте. И за 5 минут я расскажу вам о самом важном к этой минуте. По последним данным, 1 человек погиб и 12 пострадали в результате удара ВСУ по многоквартирному дому в Курске. На 4 верхних этажах произошел пожар. Из-за огня были повреждены квартиры. Работу на месте координировал глава региона. Здание получило серьезные повреждения. Взрывной волной в школе и соседних домах выбило стекла. Специалисты определят, подлежит ли основная пострадавшая многоэтажка восстановлению. Если да, то ее оперативно отремонтируют. Людей разместят в ПВР или компенсируют аренду жилья. Губернатор области держит ситуацию на личном контроле. Donc, là, on a les attaques à Kursk, donc les gentils démocratiques. Quand je regarde cette fille, ça me fait rappeler mon fils, quand il était jeune, il était allergique. Je sais pas à quoi, mais ça le faisait à peu près la même bouche, là, tu vois. Oui, Je sais pas ce qu'il mangeait. Non, mais écoute, il y a une mode à Moscou comme ça, c'est dans les capitales. Il y a pas beaucoup, mais il y a des filles, je sais pas ce qu'ils font avec leur bouche. Mais alors, encore devant, ça fait je sais pas quoi, mais sur le profil, ça fait vraiment des petites saucisses qui dépassent. Et non, mais c'est vraiment un courant à Moscou que j'ai remarqué, absolument, mais voilà. Donc, ils sont dingues des ongles, ils passent des heures à des heures, ils ont tous des manucures. Là-bas, moi, quand les gens doivent me regarder en train de dire, non, mais attends, limite, tu sors sans des ongles comme ça, limite que tu sors, je sais pas, sans culotte, j'exagère, mais quand même. Et en deuxième truc, ils ont cette manie de... c'est pas beau, d'ailleurs, c'est vraiment pas beau. Moi, oh non, c'est pas beau, mais je veux dire, c'est une espèce de manie. Heureusement qu'ils ne le font pas toutes, mais... Et en plus, ça va rester. Ça va rester, parce que c'est un peu... En plus, je suis même pas certaine que c'est bon pour la santé, mais bon, il y a des filles qui font ça. Также на Аляске уже находится без малого полсотни журналистов кремлевского пула. Это телевизионная группа ведущих каналов, корреспонденты радио, газеты и информационных агентств. Их разместили на стадионе, который переоборудовали в пункт временного размещения. Организаторы пошли на такую меру из-за небывалого ажиотажа. Все гостиницы Анкориджа, впервые принимающего мероприятия такого уровня, были мгновенно забронированы. Условия для журналистов спартанские. Для каждого индивидуальная односпальная кровать, раскладушка, подушка с наволочкой, одеяло, простыни в комплект не включили. Между рядами установили ширмы, разделив пространство на двухместные боксы. Полотенце и туалетную бумагу выложили горкой при входе в душевые. За курение в пункте размещения штраф $1000. Qu'est-ce que c'est, Tatiana? Bon, alors, il y a plusieurs informations qui étaient données. Donc, la première, déjà, donc, Poutine, il est à Magadan. Donc, avant, il n'a pas fait un vol direct. Il s'est arrêté à Magadan. Donc, c'est une petite ville qui se situe, donc, on va dire plus ou moins à la frontière, pour visiter des usines, pour visiter donc les installations, pour rencontrer un peu la population. Il adore ça, d'aller voir des gens. C'est comment dire, un peu, il est population maniaque, voilà. Dès qu'il peut aller voir des gens et serrer les pinces, il y va, quoi, voilà. Donc, après, on a montré aussi l'arrivée de journalistes. Donc, là, il va y avoir des lieux. Donc, on a montré la salle de conférence, mais surtout les conditions dans lesquelles ils vont être logés. Donc, tu as vu, c'est des petites cabines, là, comme ça. Donc, deux par cabine. C'est un camp de fortune. C'est un camp de fortune. C'est un camp de fortune. Donc, ils ont précisé qu'il n'y a pas de drap. Il n'y a pas de housse de coussin, donc ils ont donné un coussin, mais après, débrouillez-vous. Donc, les toilettes, donc on va dire un ou deux pour tout le monde, avec les papiers toilettes donc exposés donc devant. Je ne sais pas, ils ont peur qu'on va leur voler leurs papiers toilettes, mais ne pose pas les papiers toilettes dans les cabines. Hein. Donc, Tatiana, c'est un truc qui a été fait très rapidement. Moi, je me rappelle. Oui, non, mais écoute, c'est amusant, voilà. Et précision, si tu fumes à l'intérieur de ce bâtiment, tu payes $1000 d'amende, voilà. Ouais, si tu veux, la clope, ça va te coûter $1000, voilà. Donc, non, écoute, c'est intéressant. Tu dis toi-même que c'est un moment historique, ça devient d'avoir des petites voilà. Donc, c'est vrai, les mecs, il faudra que les filles, quand ils vont donc dans les toilettes, il faut qu'ils pensent à se prémunir donc de papier toilette qui est bien bourré à l'extérieur et tout, quoi.
Tatiana, moi, si j'étais venu à cette conférence, je m'en fous, j'aurais dormi par terre. Et il n'aura pas fallu que tu penses à prendre un sac de couchage parce qu'il fait froid là-bas. Tu as vu Lavrov, il avait une petite doudoune sans manche. Alors pareil, on lui a posé les questions. Donc les Russes, comment dire, contrairement de Trump, ça va être drôle leur conférence de presse parce que les Russes, ils en disent le moins possible. Donc quand on leur demande des pronostics, des trucs comme ça, ils disent écoutez, nous ne faisons pas de pronostics. Ce sera donc un rendez-vous de travail à l'issue de laquelle nous vous en ferons de ce que va donc être décidé. Point. Alors, Tatiana, on donne rendez-vous à nos abonnés demain soir à 21h, je crois. D'accord? Et pour l'après-conférence. Voilà. Alors, moi, je fais une vidéo hier et avant-hier, donc sur ma chaîne à moi, en donnant quelques, on va dire, idées par rapport à ce que ça va être. Donc, j'ai pas mal, on va dire, abordé les sujets. Donc, vous pouvez toujours aller voir. Sinon, ben, on verra. Enfin, non, ben, allez voir pour voir si mes pronostics sont bons ou pas. Parce que généralement, je me trompe rarement. Voilà. C'est pas que je fais une pub, hein. C'est juste pour dire que si j'ai raison, j'aurai une médaille. J'y vais de ce pas. J'y vais de ce pas sur ta chaîne. Va de ce pas direct. Hein. C'était celle de hier et celle d'avant-hier. Il faut les regarder en groupé. D'accord? Voilà. Bon. J'embrasse tous nos abonnés et non abonnés. Donc, pensez bien à vous abonner quand même. Et puis à demain, samedi, 21h. Voilà. Et après, donc, on va avoir notre débat. Ce que tu appelles débat, moi j'appelle ça un échange parmi les copains. Mais bon, écoute, voilà, on va suivre ça de près. Et donc, s'il y a des nouvelles, ben, j'en parlerai déjà sur ma petite chaîne à moi pour dire j'ai raison. Ou alors le dire, bon, écoutez, voilà. Allez, je t'embrasse. À la prochaine à tout le monde. Ciao. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Selon les services de renseignement militaires britanniques, Moscou aurait perdu un tiers de ses troupes terrestres. Nous n'avons jamais voulu cette guerre. L'Ukraine n'a jamais voulu cette guerre. Cancer au stade avancé. La guerre en Ukraine ne se déroule pas comme Moscou l'avait prévu. Et démanteler l'OTAN, c'est l'objectif de la Russie, c'est l'objectif de Poutine.